Eh bien bonjour, bonjour. Aujourd'hui, nous allons reprendre cette histoire de la Chine et nous allons voir qu'elle arrive au bord du gouffre avec cette guerre contre le Japon. C'est vrai que je pensais peut-être venir en présentiel pour ce cours, mais étant donné les circonstances, j'ai préféré au mois de janvier vous donner les cours de cette manière, en espérant qu'en février, je pourrai enfin vous retrouver et tous en pleine forme. En tout cas, la Chine, donc, au bord du gouffre, la guerre contre le Japon, 1937-1945. Ces velléités impérialistes du Japon, elles s'étaient manifestées lors des guerres contre la Chine. Il y en a déjà eu une en 1894-1895 et contre la Russie en 1905. Les victoires qui s'en étaient suivies pour le Japon avaient permis au Japon de contrôler l'île de Formose et la Corée, qui, de protectorat, s'était transformée en colonie en 1910. Et durant l'entre-deux-guerres, les convoitises de Tokyo vont s'accentuer, alors que la Chine, elle est en proie à une guerre civile qui oppose depuis 1926, je vous en ai parlé dans le dernier cours, les nationalistes du Kuomintang de Chiang Kai-shek et qui s'opposent au parti communiste chinois de Mao Zedong. On continue, on reprend cette chronologie, elle est importante parce que c'est celle qui va nous servir de base au cours que je dois vous donner plus tard, mais de Sun Yat-sen, on a déjà parlé, à Xi Jinping. En 1912, il y a la proclamation de la République par Sun Yat-sen, qui est fondateur donc du Kuomintang ou du Kuomintang, comme c'est écrit là, qui est le Parti nationaliste chinois. En 1921, fondation du Parti communiste chinois. En 1925, Chiang Kai-shek prend la tête du Kuomintang. 1925, c'est la mort de Sun Yat-sen et c'est Chiang Kai-shek qui va prendre la suite. C'est parce qu'on peut dire que la vie de Chiang Kai-shek va embrasser le XXe siècle chinois. Entre la fondation de la République par Sun Yat-sen 1911-1912 et la victoire de Mao Zedong en 1949, eh bien c'est à Chiang Kai-shek que revient la charge de maintenir la cohésion de la Chine. Cette Chine qui est menacée par les seigneurs de la guerre et l'envahisseur japonais. C'est Chiang Kai-shek qui va permettre à la Chine de gagner son statut de quatrième grand et sa place au Conseil de sécurité de l'ONU. Malheureusement, il a été incapable de combattre la corruption dans son entourage et il a échoué aussi face à la détermination des rebelles communistes. Il ne peut empêcher leur chef, Mao, de remporter la mise, on dit comme ça. Donc, importance de ce Chiang Kai-shek, nous allons en parler aujourd'hui, bien sûr. 1934-1935, la longue marche qui va permettre au Parti communiste chinois d'échapper à la répression du Kuomintang, on est en plein dans la guerre civile. 1937-1945, nous allons en parler de cette occupation japonaise qui va causer 20 à 30 millions de morts. En 1949, Mao Zedong, victorieux du Kuomintang replié sur Taïwan, proclame la République populaire de Chine. Nous verrons plus tard, mais je le répète quand même, 1950-1951, la Chine annexe le Tibet. 1958, c'est pour la prochaine fois ce qu'on appellera le grand bond en avant, politique de productivisme forcené qui entraîne 30 à 50 millions de morts. En 1966, ce que l'on appelle la révolution culturelle qui permet à Mao de conserver le pouvoir
en éliminant les élites. 1979-2015, la politique de l'enfant unique qui accentue le ralentissement de la fécondité. 1979-1980, Deng Xiaoping, on parlera la prochaine fois, qui crée 4 zones franches. C'est le début de la libéralisation de l'économie. 1989, répression des manifestants sur la place Tiananmen. 2012, regardez, ça fait 100 ans après la proclamation de la République par Sun Yat-sen, eh bien, Xi Jinping est élu à la tête du Parti communiste chinois, il devient président en 2013. Et en 2018, le président des États-Unis, Donald Trump, va entamer une guerre commerciale contre la Chine, et il y a également une politique d'assimilation forcée de la minorité musulmane ouïghour, et puis d'autres événements, mais nous en parlerons un petit peu plus tard. Cette image que je vous ai montrée presque à chaque fois, parce qu'en Chine, c'est le gâteau des rois, en plus c'est la mode en ce moment, le gâteau des rois et des empereurs. La Chine partagée entre les grandes puissances, la Grande-Bretagne, la Russie, la France, le Japon, de l'ère Meiji. Chacune des grandes puissances bénéficie d'une zone d'influence qui comprend un port, une base navale. Et ce port et cette base navale sont toujours les points de départ d'une ligne de chemin de fer qui permet la pénétration à l'intérieur du pays. Il va y avoir cette expression qui a été employée pour la première fois par Sun Yat-sen, l'expression de traités inégaux. Avant elle, on parlait de traités d'inégalité, c'est la même chose, mais traités inégaux, c'est encore plus violent. Et cette Chine qui va être complètement absorbée par le formidable essor industriel qui touche les nations d'Europe au XIXe siècle. Il va donc y avoir toujours une pression de plus en plus croissante sur ce marché incomparable qu'est l'Empire du Milieu. Et on dit que c'est... Je reprends un peu ce que je vous avais dit, mais il faut remettre toujours en mémoire. Mais la diplomatie de la canonnière, c'est comme ça qu'on avait appelé cette intrusion du Royaume-Uni en Chine, qui va ouvrir la Chine au commerce européen et qui impose des clauses unilatérales à la Chine, qui perd sa souveraineté et de multiples portions de son territoire au profit de la Grande-Bretagne, au profit de la France, mais aussi au profit de l'Allemagne, de la Russie, des États-Unis et du Japon. Il va y avoir 2 guerres qui vont marquer l'émergence du Japon moderne et son entrée dans le cercle des grandes puissances. La première, la guerre sino-japonaise, elle est gagnée contre la Chine en 1894-1895. C'est une victoire qui va contribuer largement à la disparition des institutions impériales chinoises. Et la seconde, qui est la guerre russo-japonaise, voit le Japon l'emporter sur la Russie, un autre empire qui était en déliquescence en 1905. Quel était le contexte général? Le contexte général de cette guerre, c'est une course de vitesse entre 2 empires, la Russie et le Japon, pour le contrôle de la Mandchourie et de la Corée, qui était un État indépendant mais en pleine décadence. Et la construction, vous voyez où se trouve ici Vladivostok, il y a eu la construction du transsibérien jusqu'à Vladivostok, et cette construction va permettre à l'armée impériale russe d'acheminer rapidement des troupes en Mandchourie, de disposer d'un port ouvert en permanence sur le Pacifique et de peser immédiatement, vous voyez où se trouve Vladivostok, de peser immédiatement sur la Corée et sur la Chine afin d'obtenir des avantages et d'obtenir des concessions.
Voici donc la guerre sino-japonaise, hein, c'est la première. Elle va opposer donc la Chine à l'empire du Japon. Elle a pour origine le contrôle de la Corée. Et après plus de 6 mois de succès continu des forces navales et des forces terrestres japonaises, eh bien, les Qing, la dynastie des Qing, elle est encore là, hein, demande la paix en février 1895. Voilà, ici donc la guerre russo-japonaise. Il y avait eu, rappelez-vous, toute une poussée coloniale des puissances européennes. Dans les années 1880, les Britanniques avaient colonisé la Birmanie, les Français l'Indochine entre 1884 et 1893, les Américains Hawaï en 1898. Et la Corée va devenir un enjeu stratégique pour certains hommes politiques japonais à partir de 1890. C'est donc l'origine de la guerre contre la Chine au sujet de son contrôle, puis contre la Russie en 1904-1905, de nouveau pour le contrôle de la Corée, mais aussi le contrôle de la Mandchourie. Le Japon va être victorieux dans les deux cas et il va voir sa position renforcée sur l'échiquier international. Son territoire même sera agrandi puisqu'il va récupérer Formose, Taïwan en colonie en 1905 et d'autres lieux également vers le nord, en particulier la moitié sud de l'île de Sakhalin vont être acquises et en 1910 la Corée devient colonie japonaise. Donc en 1900 il va falloir, voilà ici la cavalerie japonaise qui franchit le Yalu, le fleuve Yalu en 1904. Je vous le redis, mais vous le savez sans doute, mais en 1945, on le redira tout à l'heure, mais tous les acquis de la victoire de 1905 vont être annulés. Donc vous voyez l'importance et un peu la richesse des événements qui vont se passer dans toutes ces décennies. Empire russe, empire de Chine, empire du Japon. La Russie avait pris le contrôle de la Mandchourie au XIXe siècle, entre 1858 et 1900. Et c'est cette prise de contrôle russe qui est la cause de la guerre russo-japonaise qui se déroule donc de 1904 à 1905. Elle oppose l'Empire russe à l'Empire du Japon, qui, victorieux, va, par un traité qui s'appelle le traité de Portsmouth, va récupérer une petite partie du sud de la Mandchourie et la moitié de l'île de Sakhalin. Sur le plan politique, on dit que l'affrontement trouve son origine dans une triple interaction. D'abord, l'opposition entre les impérialismes japonais et russes. Ce dernier, les Russes, ils ont, quel était leur objectif? Eh bien, c'était d'avoir comment on peut dire, un accès permanent à l'océan Pacifique et annexer la Mandchourie et annexer la Corée. La démarche de l'Empire japonais, il veut préserver, vous voyez où il se trouve quand même, il veut préserver son indépendance et ses intérêts face aux impérialismes européens de plus en plus présents dans la région depuis la seconde moitié du XIXe siècle, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ensuite, ce Japon, c'est le troisième point, il veut s'affirmer, il veut se faire reconnaître en tant que puissance régionale à part entière, c'est-à-dire comme un acteur qui développe sa propre stratégie impériale et coloniale, notamment à l'égard de la Corée. On dit que la faiblesse de la dynastie
des Qin, eh bien, elle s'est complètement affirmée ou confirmée à ce moment-là. Hein. On dit que jamais l'Empire chinois n'avait été si vaste, si prospère, si peuplé du XVIIe siècle au début du XIXe siècle, jusqu'en 1830 à peu près. Puis, il y a eu la corruption, il y a eu les eunuques, les sociétés secrètes, les étrangers, les Anglais, les Français, les Russes d'abord, ensuite les Allemands, les Japonais, qui vont miner les assises de la dynastie. Rappelez-vous, le traité de Nankin, ouverture de 5 ports, la cession de Hong Kong au Royaume-Uni, on est en 1842, qui vont inaugurer l'ère des traités inégaux, mais surtout la guerre civile des Taiping, en raison de sa durée, elle va quand même commencer en 1851 jusqu'en 1864. Et surtout, l'ampleur des pertes, on va parler d'une vingtaine de millions de morts. Cela va affaiblir, bien sûr, considérablement l'Empire. Il va y avoir 2 guerres perdues, une contre la France en 1883-1885, contre le Japon 10 ans après, 1894-1895, la défaite des fameux Boxers, 1899-1901, qui montre la véritable situation de faiblesse de la Chine de la fin des Qing. Et on a 1912, Sun Yat-sen qui proclame la République à Nankin et fonde, là je l'ai écrit comme ça, mais Kuomintang ou Kuomintang, qui est le parti nationaliste, et puis le dernier empereur abdique. Blanc et jaune, caricature de la guerre, couverture du Petit Parisien illustré de 1904. La présence européenne donc en Extrême-Orient au début du XIXe siècle, il y a eu cette pénétration rapide des puissances européennes en Asie et dans le Pacifique, et cette présence, elle est perçue comme une menace par les Japonais. Et il va y avoir donc ces Japonais, et vous avez ici une carte satirique de 1904 par Kisaburo Ohara, japonais, qui représente la Russie sous la forme d'une pieuvre aux tentacules mortels. Il y avait donc ces Européens, il y avait aussi la Russie, et en 1904, le Japon adresse un ultimatum à la Russie au sujet de la Mandchourie. Et comme il n'obtient pas de réponse, le Japon attaque par surprise l'escadre navale de Port Arthur. On est en février 1904. L'empereur du Japon déclare la guerre à la Russie. Et là, les forces armées du Japon vont débarquer en Corée, vont conquérir rapidement leur pays. Elles exploitent leur avancée et mettent le siège devant Port Arthur. On est en août 1904. Alors, je vous montre un peu l'ogre russe avalant le petit japonais. Parce qu'à l'époque, les espoirs, là on va voir que les espoirs russes vont être cruellement déçus, parce qu'en Russie, certains politiques sont partisans de la négociation avec le Japon. Pour eux, la Russie doit développer son industrie et son armée plutôt que de chercher une victoire trop coûteuse, oui, pour les finances de l'État qui étaient assez fragiles. On pourrait faire un troc. On laisse la Mandchourie, disons, on donne la Mandchourie aux Russes et la Corée aux Japonais. Mais c'est le parti de la guerre qui va l'emporter, et le tsar Nicolas II méprisait les Japonais et pensait que la victoire serait facile contre eux.
C'est l'époque où un peuple non européen n'était pas tellement pris au sérieux et il pensait aussi, Nicolas II, qu'un prestige, qu'une victoire redonnerait un petit peu de prestige à la Russie. Donc voici la guerre, les troupes russes marchant vers la frontière mandchoue. Elle s'est déroulée donc de février 1904 à septembre 1905. Elle est donc due à la rivalité entre la Russie et le Japon à propos de la péninsule coréenne, et bien sûr le sud de la Mandchourie, et la Russie va être sévèrement battue aussi bien sur terre que sur mer. Elle doit céder le sud de la Mandchourie et le Liaotong au Japon. Le Japon apparaît alors comme une puissance importante en Asie. Je vous montre quelques images des soldats russes observant des militaires japonais tués dans leurs tranchées. Mais bien que vainqueur, le Japon a eu à souffrir de plus de pertes humaines que son adversaire pendant cette guerre contre la Russie. Alors, vu d'un des bassins de Port-Arthur, voilà la Chine et voilà où se trouvait donc là comme Port-Arthur. Le Japon donc adresse un ultimatum à la Russie au sujet de la Mandchourie. Comme il n'obtient pas de réponse, il attaque par surprise l'escadre navale de Port-Arthur et l'empereur du Japon donc déclare la guerre à la Russie et les forces armées du Japon vont débarquer d'abord en Corée, vont conquérir rapidement leur pays et elles vont exploiter leur avancée et vont mettre le siège devant Port-Arthur. Et je vous montre ici ce port Arthur. Il y avait un grand port de commerce, il y avait donc un grand port commercial, à côté deux grands bassins, celui de l'ouest, celui de l'est, et la première escadre du Pacifique va s'installer là et va prendre Port Arthur comme base navale. Il faut voir que ce Port Arthur, il est le second port de la flotte du Pacifique après celui de Vladivostok en importance. Voilà, encore Port Arthur, le bassin de l'Ouest, là où il va y avoir donc cette flotte du Pacifique qui va pouvoir s'installer. Je ne sais pas combien il y avait de cuirassés, de croiseurs, etc. Vous regarderez si vous êtes intéressé. En tous les cas, le voici, là c'est le bassin de l'Est. Et donc, c'est un lieu important que ce port Arthur, donc, qui sera le deuxième grand port après Vladivostok. Fin de la guerre et ses conséquences, les Européens sont tout à fait stupéfaits que le Japon, qui est alors un pays émergent, ait battu l'Empire russe, qui était quand même symbole d'une puissance en Europe. Les finances des deux pays, de toute façon, sont insuffisantes pour continuer la guerre. Il y a des troubles révolutionnaires, on est en 1905, et des troubles révolutionnaires importants qui agitent la Russie. Et il va donc y avoir un autre pays qui va s'interposer, qui va arriver, qui va servir de médiateur, ce sont les États-Unis. Et les États-Unis vont proposer leur médiation parce qu'ils sont quand même inquiets des progrès du Japon dans ce Pacifique et qu'ils perçoivent comme peut-être un futur rival. Le traité de paix est signé à Portsmouth, c'est aux États-Unis, en 1905, en septembre 1905. La Russie abandonne la Mandchourie du Sud et le Liaotong et Port Arthur au profit du Japon. Le sud de l'île de Sakhaline devient également japonais. Le Japon établit un protectorat sur la Corée avant de l'annexer donc en 1910. La bataille de Tsushima, je vous montre la bataille de Tsushima, entre la flotte russe, c'est juste là, vous voyez dans ce détroit entre le Japon et la Corée, c'est le principal affrontement naval de cette guerre russo-japonaise. C'est l'un des principaux épisodes de la défaite de l'Empire russe dans ce conflit.
Sur cette image, parce qu'il y a quand même un petit peu d'humanité dans ce que je vous raconte, on voit le personnel de la Croix-Rouge japonaise qui est en train de soigner des blessés russes et des blessés japonais près du fleuve Yalu en 1904. La première guerre, donc sino-japonaise, et la guerre russo-japonaise avaient vu l'armée impériale soigner les blessés et les prisonniers chinois puis russes. De la même façon, cette armée impériale japonaise, je parle, de la même façon qu'elle soignait les siens. Donc, elle protégeait aussi les civilisations civiles, j'allais dire, c'est du Henri Dunant avant l'heure, et ce qui avait valu à Tokyo, d'ailleurs, des louanges de la part de l'Occident. Le traité de Portsmouth, donc en 1905, qui entérine la fin de la guerre russo-japonaise, mais il y a les États-Unis qui sont là et qui vont servir de médiateurs. On continue, on est en 1915. Shigenobu Okuma, Premier ministre de l'Empire du Japon, il va proposer aux Chinois les 21, ce qu'on appelle les 21 demandes, c'est-à-dire un contrôle sur la Chine et notamment au nord sur la province du Shandong. Ce sont ces 21 demandes, tout un ensemble de requêtes que le gouvernement de l'Empire du Japon adresse au gouvernement de la République de Chine. On est en 1915. La Chine va accepter dans ces traités, elle va les signer. Et finalement, qu'est-ce qu'elle vise ces demandes? C'est à étendre le contrôle politique et économique de Japon sur la Chine, dans le but de faire du pays un protectorat japonais. Alors, l'Empire du Japon dispose donc au nord de la Chine et en Mandchourie d'un poids économique et politique important suite aux guerres qu'il a menées et où il a été victorieux. Et le Japon, comme maintenant la dynastie des Qing a été renversée, eh bien, le Japon estime avoir une possibilité d'accroître encore son influence. En même temps, en 1917, il va y avoir la révolution d'octobre en Russie qui va voir que certains membres de l'élite intellectuelle vont vouloir s'y sont intéressés. Il y aura un parti marxiste qui est créé à l'université de Pékin. C'est tout un mouvement qui illustre l'émergence des revendications politiques, des revendications sociales qui seront de plus en plus radicales, qui ont été inspirées par la révolution bolchevique de 1917. On est en 1919, donc pendant cette période, il y a ce qu'on appelle la Première Guerre mondiale. Et le règlement du premier conflit mondial provoque le sursaut nécessaire, un réveil de la conscience nationale. Quand je vous parle des 21 demandes qui ont été acceptées par la Chine, ces demandes du Japon, on avait vraiment l'impression que la Chine était complètement effondrée. Mais là, il va y avoir un réveil de la conscience nationale. C'est le fameux choc du 4 mai 1919. Je vais vous expliquer pourquoi. Le 4 mai 1919, les Chinois apprennent, avec stupeur, les dispositions prises à leur sujet par les grandes puissances réunies à Versailles. Loin d'être restituées à la Chine, les possessions chinoises de l'Allemagne vaincue, on est en 1918, sont confiées au Japon. À Pékin, les Chinois descendent dans la rue, ils manifestent leur colère. Et c'est de cette journée de protestation que va naître le mouvement du 4 mai. L'agitation, elle est née dans la capitale, mais elle va se propager dans toutes les grandes villes du pays. Il y aura boycott des produits étrangers, des grèves successives
mais finalement, elle n'arrive pas à faire évoluer la situation politique. Les puissances occidentales et le Japon continuent à mener leur propre jeu en Chine, tout comme en Chine même les fameux seigneurs de la guerre. Mais il va commencer à y avoir un mouvement qui va redonner vigueur au Kuomintang, au parti nationaliste, ce parti nationaliste qui avait été créé, rappelez-vous, en 1912 par Sun Yat-sen. Donc, en juillet 1921, une douzaine de militants réunis clandestinement, dont Mao Zedong, fondent le Parti communiste chinois. Je suis obligée de replacer des dates. Donc, c'est une réunion clandestine qui réunit donc une douzaine de jeunes militants au bord, rappelez-vous, d'une barge flottant sur un lac voisin de Shanghai. Donc, nous sommes là, 1921. Et c'est là qu'arrive le fameux Chiang Kai-shek. Chiang Kai-shek, il était un officier, dit-on, au service de la nation. Il est né dans les années 1887 dans une famille de commerçants, d'agriculteurs, et il fait partie de ces officiers qui étaient partis se former au Japon, tout à fait au début du siècle, parce que dans ce Japon, il découvrait une voie asiatique de modernisation. Il va nouer des contacts qui l'amèneront dans l'entourage de Sun Yat-sen, le père du nationalisme chinois. Chiang va rentrer à Shanghai à l'occasion de la révolution de 1911, qui voit donc l'avènement de la République, le retour de Sun Yat-sen qui était parti jusqu'aux États-Unis, mais surtout l'effondrement de la Chine en une multitude de principautés dirigées par ceux qu'on appelle les seigneurs de la guerre. Et c'est dans ce contexte que Chiang Kai-shek va devenir l'homme à tout faire de Sun Yat-sen, alors que ce dernier va prendre la tête d'un gouvernement sécessionniste en Chine du Sud. Et c'est en tant qu'envoyé de Sun qui a fait le choix d'une alliance anti-impérialiste, et qui va recevoir d'ailleurs des conseillers soviétiques, je vous remets dans l'ambiance, que Chiang va se rendre à Moscou pour un stage de 4 mois. Et c'est là, quand il revient de Moscou, qu'il va recevoir la direction, rappelez-vous, on en a parlé la dernière fois, de l'académie militaire de Whampoa, près de Canton, qui a été créée sur le modèle des académies soviétiques. Et c'est là, dans cette académie de Whampoa, que sera formée toute une génération de cadres, y compris des cadres communistes comme Lin Biao ou Zhou Enlai. On parlera de ce beau monde plus tard. Le voici, donc, Chiang Kai-shek à la mort de Sun Yat-sen en 1925. Chiang, qui jusque-là n'avait pas occupé le premier rang, dispose d'un atout. Il contrôle l'académie et il contrôle l'armée. Il va prendre ainsi le contrôle du parti nationaliste, le Kuomintang, avec l'objectif de réunifier la Chine, en finir avec les concessions occidentales et rétablir la pleine indépendance du pays. Il s'empare de Nankin, il va faire de Nankin en 1927 sa capitale, puis ensuite il va aller jusqu'à Shanghai et au fil de ses conquêtes, il occupe les concessions occidentales. Il exige le retrait des troupes étrangères, mais il n'entend pas pour autant faire allégeance à ses alliés communistes. Et il y aura en 1927 à Shanghai, il va liquider vraiment des milliers d'ouvriers et de communistes
qui finalement l'avait aidé à s'emparer de la ville. C'est ce drame qui va inspirer, je vous renvoie comme ça, regardez toutes les belles lectures qu'on a, à André Malraux, La condition humaine, qui avait dans les années 1933. Alors, regardez. Donc, il va y avoir la formation à Nankin d'un gouvernement nationaliste modéré que va récupérer ensuite Wang Jingwei. On va le revoir, ce Wang Jingwei, plus tard, parce que c'est lui qui restera à Nankin et qui collaborera avec les Japonais. Donc, Chiang décide de rompre avec ses alliés soviétiques après la formation à Nankin d'un gouvernement nationaliste modéré. Et ce mouvement, ce gouvernement nationaliste va écraser le mouvement révolutionnaire de Canton au sud. Il va en 1928 aussi occuper Pékin, déserté par les seigneurs de la guerre. Il y a toujours cette guerre à mener contre les fameux seigneurs. Il va donc réussir en 3 ans à réunifier l'essentiel de l'empire chinois. Cependant, il ne va pas profiter de ces années où il maîtrise la Chine pour imposer un ordre stable. Le voici, il se marie en 1927 avec Song Meling. Chiang s'allie en effet avec les Song, un des plus grands clans affairistes du pays, liés aux États-Unis, comme à Sun Yat-sen. Et la jolie Song Meling parlait parfaitement bien anglais, ce qui était exceptionnel à l'époque. Arrestation de communistes chinois à Shanghai, c'est ce que je vous ai raconté. Il y a eu des arrestations, des massacres de communistes qui ont eu lieu dans d'autres villes, comme Canton, comme Nankin, comme Changsha. Et à Pékin, il y a eu également des massacres qui ont eu lieu. En 1927, donc le massacre des communistes de Shanghai par les troupes de Chiang Kai-shek, aidé par une triade locale, triade c'est une sorte de secret, là, de groupe secret, de mafia du coin, déclenche la guerre civile, société secrète, ça y est, je trouve le mot, déclenche la guerre civile entre nationalistes et communistes. Elle ne s'achèvera que 22 ans plus tard. Donc ici, 1931, le Japon envahit la Mandchourie. En 1932, création du Manchukuo. Mais aussi, en plus, Chiang doit avant tout affronter le Japon, qui s'est emparé de la Mandchourie en 1932 et ne cesse de multiplier les incidents. Autour de Chiang Kai-shek, les chefs du Kuomintang hésitent sur la marche à suivre. C'est toujours la même chose. Qu'est-ce qu'on fait? Il va y avoir le Wang Jingwei qui va lui proposer un compromis avec les Japonais. Chiang, lui, tergiverse. Il penche plutôt pour l'affrontement et il se montre d'ailleurs disposé à s'allier dans ce but avec les communistes chinois. On a donc en 1931 le Japon qui envahit la Mandchourie, des troupes japonaises entrant dans la ville pendant l'incident de Mukden. Qu'est-ce que c'est que cet incident de Mukden en 1931? Une section de voie ferrée qui appartient à une société japonaise, la Société japonaise des chemins de fer de Mandchourie du Sud, près de la ville donc de Mukden, a été détruite. Cet attentat avait été planifié par les Japonais, redoutant une unification de la Chine sous l'égide du Kuomintang. Parce que cette unification de la Chine, eh bien, elle était perçue comme une menace contre la prééminence japonaise dans la région. Donc les militaires japonais vont accuser les Chinois d'avoir perpétré l'attentat, ce qui va leur donner le prétexte à l'invasion immédiate du sud de la Mandchourie,
Donc les troupes japonaises vont immédiatement entrer dans le sud de la Mandchourie, et ce qui va leur permettre, puisqu'ils vont remporter la victoire, de créer cet état fantoche du Manchukuo, alors sous l'autorité théorique de l'ex-empereur de Chine, Puyi. Voilà le Manchukuo. Il faut voir que à ce moment-là, le gouvernement nationaliste du Kuomintang, il est embourbé aussi dans sa campagne contre les communistes chinois, et que d'autre part, il vient de terminer sa guerre contre les derniers seigneurs de la guerre. Il y avait en plus en Chine une sorte de politique, une doctrine de non-résistance. On avait l'impression que la stratégie agressive de l'autorité militaire japonaise en Chine, eh bien, elle ne rencontrait pas de force en face d'elle, qu'il y avait comme une stratégie de non-résistance du gouvernement central chinois, et c'est pour cette raison donc qu'il y a eu cette guerre du Manchukuo. Alors le Manchukuo, chef d'État du Manchukuo, le prince mondain, on l'appelait le prince mondain, et en 1924, il va être expulsé de la cité interdite, enceinte d'une enceinte dans la cité interdite à Pékin. Il y vivait plus ou moins enfermé depuis 15 ans. Et il tente de s'expatrier en Angleterre, mais pour ne pas froisser la Chine, les Britanniques lui refusent tout visa. Il se tourne alors vers l'Empire du Japon, qui accepte de l'accueillir. Il va y mener une vie mondaine dans l'enclave de Tianjin, qui est en Chine mais qui appartenait au Japon. Il va mener plus ou moins une vie mondaine dans les milieux occidentaux des concessions. Et puis, ils vont donc le nommer chef d'État du Manchukuo. Ça va durer de 1932 à 1945. Il va donc rentrer dans cet État qui ne sera pas reconnu par la SDN, par la Société des Nations, qui dit qu'elle veut bien que le nouvel État créé soit un protectorat, mais quand même pas un véritable État indépendant. En tous les cas, le Japon va quitter la Société des Nations en 1933. Je vous remontre encore cette photo et puis ce timbre qui avait été émis donc à cette époque-là. Et là, le Japon, d'ailleurs, était soucieux aussi de jeter des bases durables sur le sol chinois. Il va y avoir à ce moment-là un grand plan d'émigration vers le Manchukuo de populations japonaises et coréennes, la Corée ayant été annexée en 1910. Et le but, c'était de faire venir 1 million de personnes en 20 ans. Et cet afflux de migrants, il s'est fait bien sûr aux dépens des populations locales qui se voient dépossédées de leurs terres. Le voilà donc encore, Puyi qui espère que cette intronisation n'est qu'une étape et qu'une victoire du Japon, et en fera le nouvel empereur de toute la Chine. Quelques petites images là le chocolat Pupier a été racheté par le chocolat C'est Moi, mais c'est juste pour vous montrer que on avait des belles images quand on achetait le chocolat Pupier, justement l'empereur que l'on appelait Kangtem ou Kangdul, je crois. Regardez ici en 1935, qui dit, la propagande dit, avec la coopération du Japon, de la Chine et du Manchukuo, le monde peut vivre en paix. En tous les cas, il va y avoir une suite que l'on voit ici.
il y a toute une faction du Kuomintang qui insiste pour que Chiang Kai-shek démissionne, puisqu'il y a eu cet échec, cette débâcle en Mandchourie, et aussi le manque de résistance sérieuse des troupes chinoises. Il va démissionner donc en 1931, mais la lutte contre les communistes va s'intensifier. Et en 1934, on l'a vu la dernière fois, eh bien, ces derniers doivent fuir au Shaanxi, hein, c'est dans le nord, au nord-est, un peu, au cours de l'épisode dit de la longue marche, et afin de lutter contre la politique expansionniste du Japon, le Kuomintang est conduit à s'allier avec ses ennemis de la veille, avec les communistes, dans le cadre de ce que l'on appelle le deuxième front uni. Cette alliance va toujours être superficielle, mais il va donc y avoir une guerre ouverte contre le Japon à partir de 1938. Le siège du gouvernement, il sera à Nankin, puis à Wuhan, puis à Chongqing, chacune des villes faisant l'objet de violents bombardements ordonnés par le quartier général impérial japonais. On avance, voilà la longue marche, rappelez-vous, 12 000 kilomètres entre octobre 1934 et 1935, hein, et ces terribles épreuves qui vont décimer les troupes de Mao Tse-tung, qui sont poursuivies à travers la Chine par les soldats nationalistes. Ah, voilà, ici, c'est pour vous revoyez un peu tout ce chemin, toute cette longue marche. Mais elle est commencée donc le 15 octobre 1934, la longue marche prit fin le 19 octobre 1935 et coûta la vie à entre 90 000 et 100 000 hommes, rien qu'au sein des troupes communistes. L'incident de Xi'an, rappelez-vous, je vous en avais parlé la dernière fois, le 12 décembre 1936, avec l'aide d'un autre général, Yang Huchen. Alors Zhang Xueliang, il est ici, il va séquestrer Chiang Kai-shek et l'obliger à négocier avec les communistes. C'est là qu'il y aura donc en 1937 un front uni contre les Japonais, qui vont donc commencer la guerre, les débuts de l'offensive japonaise qui provoque la création du Front uni. On est en juillet 1937. Il y aura en outre la chute de Pékin, l'horrible massacre de Nankin, et ensuite l'offensive communiste contre les lignes de communication japonaises. L'invasion va se déclencher à l'initiative des Chinois, et plus principalement à l'initiative de Chiang Kai-shek. C'est lui qui va opter pour l'intransigeance face aux demandes nippones il va venir donc devant Shanghai avec ses meilleures troupes, alors que c'est autour de Pékin que se produisent les incidents en juillet. Il y aura en juillet 1937 un accrochage entre les soldats japonais et chinois près du pont Marco Polo. Le pont Marco Polo, il est situé à une quinzaine de kilomètres de Pékin. Et c'est cet accrochage près du pont Marco Polo qui marque le point de départ de l'offensive générale japonaise. Donc, ce qu'il faut voir, c'est que ce déclenchement de la guerre provoque la cessation des hostilités entre les nationalistes et les communistes. Les deux camps s'allient officiellement donc, au sein d'un front uni. Chiang Kai-shek veut tirer parti d'un affrontement sino-japonais pour éventuellement unifier le peuple et récupérer les différents pouvoirs régionaux. Le voici donc Chiang Kai-shek qui penche pour l'affrontement et se montre disposé à s'allier dans ce but avec les communistes chinois. En 1937, l'invasion de la Chine par le Japon marque le début d'une guerre sanglante qui va s'inscrire
dans le cadre global du second conflit mondial et dans le contexte antagoniste entre communistes et nationalistes chinois. Voici donc le pont Marco Polo. Le 7 juillet 1937, un accrochage entre soldats japonais et chinois près du pont Marco Polo va être déclenché, si vous voulez, cette guerre, déclenche le début de la seconde guerre sino-japonaise. Et il y avait les troupes de l'armée japonaise qui étaient plus ou moins en train de s'exercer près du pont. À un moment, un de leurs soldats disparaît et bien sûr, on va incriminer tout de suite les Chinois d'avoir fait disparaître ce soldat qui va revenir un tout petit peu après. Toujours est-il que les Japonais et les Chinois entrent en guerre. Voici le mausolée de la guerre anti-japonaise en République populaire de Chine sur les lieux de l'incident du pont Marco Polo. Voici le drapeau de l'armée nationale révolutionnaire chinoise, c'est-à-dire vous avez le rouge, la révolution, et vous avez sur le fond bleu le drapeau du Kuomintang, et on va donc continuer et voir ici le drapeau de l'armée impériale japonaise, hein, le soleil dans toute sa splendeur. Chou En-lai, il faut voir un autre personnage qui va arriver, qui deviendra vraiment le principal adjoint de Mao et qui va devenir son représentant. À l'époque, Chou En-lai est également connu pour être un soutien de longue date de Mao Zedong et en particulier en ce qui concerne la politique étrangère chinoise. Leurs personnalités opposées en font une équipe efficace, selon Henry Kissinger, le diplomate américain qui a beaucoup travaillé avec les deux hommes. Alors je voulais vous dire ça parce qu'on en a quand même entendu parler, nous, de ces hommes et surtout de Kissinger aussi. Mao dominait tous les rassemblements. Zhou s'en imprégnait. La passion de Mao s'efforçait d'écraser l'opposition. L'intelligence de Zhou cherchait à la persuader ou à la manipuler. Mao était sardonique, Zhou perspicace. Mao se considérait comme un philosophe, Zhou comme un administrateur ou un négociateur. Mao était avide d'accélérer l'histoire, Zhou se contentait de l'exploiter. Donc, au sein du parti communiste, il y avait cet homme qui va jouer un rôle tout à fait important. Il y avait donc eu un accord entre le Kuomintang et les communistes. L'accord prévoyait que le Parti communiste chinois cesse sa politique de confiscation des terres, parce que c'était comme ça que ça avait débuté, et accepte de placer donc son armée rouge sous le commandement du gouvernement central. Elle va devenir, cette armée rouge, la huitième armée de route. Mais en échange, c'est plus ou moins ce qui va être le début de l'infiltration, qui servira plus tard, mais en échange, le Kuomintang accepte que le Parti communiste chinois installe des bureaux de liaison dans plusieurs villes du pays et que son journal, qui s'appelait le New Daily China, y soit autorisé. Alors, des cadres communistes sont intégrés au sein des organes décisionnaires du parti nationaliste, et c'est pour ça que je vous parle de Chou En-lai, parce qu'il faisait partie donc de ces cadres communistes intégrés au sein du parti nationaliste. Le voilà, Chou En-lai, qui devient son plus fidèle adjoint. Il est vraiment le premier ministre, sera le premier ministre, on en parle la prochaine fois, de la Chine maoïste. Donc cette seconde guerre sino-japonaise
vous voyez ici en rose tout ce que le Japon a récupéré et ensuite, bien sûr, va tout perdre puisque cette guerre, elle va durer de 1937 à 1945. Donc, vous voyez que toute la partie orientale de la Chine va être envahie par l'armée impériale japonaise. Donc, 6 ans après l'invasion de la Mandchourie, l'Empire du Japon poursuit sa politique expansionniste en Chine. Voici le 13 août 1937 les forces japonaises qui entrent dans Pékin. En 1937, après l'incident du pont Marco Polo, Hirohito, donc l'empereur japonais, donne son accord à l'invasion du reste du territoire chinois. Et en août 1937, l'armée japonaise va assiéger Shanghai. Elle va rencontrer une forte résistance, elle va subir d'ailleurs de lourdes pertes. Et les Japonais ensuite donc, vont prendre possession de Shanghai avec le soutien des bombardements de la marine. Et il va finalement décider, il va ordonner à l'armée du centre de la Chine de prendre Nankin, qui était alors la capitale de la République de Chine. Voici Chiang Kai-shek durant la bataille de Shanghai. Donc, Wang Jingwei va se retrouver à Nankin et Chiang Kai-shek on le voit ici durant la bataille de Shanghai, mais lui, il va se réfugier à l'intérieur, à Chongqing, dans le Sichuan, et il engagera une résistance désespérée contre l'envahisseur. Et ce sera l'entrée en guerre de la Russie, de l'Union soviétique, et surtout l'entrée en guerre des États-Unis en 1941 qui va changer la donne. On va le voir tout à l'heure. Voici les troupes japonaises qui débarquent durant la bataille de Shanghai. Là encore, un samedi sanglant. J'en ai pris que quelques-unes. Je ne voulais pas vous écraser en ce début d'année par toutes ces horreurs. Samedi sanglant. Une célèbre photographie de la bataille de Shanghai montrant un bébé chinois pleurant au milieu des ruines d'une gare de Shanghai après une attaque aérienne japonaise. Voilà. C'était pour dire que l'humain n'est pas toujours très humain. Alors, corps médical chinois soignant les blessés après une attaque au gaz durant la bataille de Shanghai. C'est durant cette bataille que les Japonais ont utilisé des gaz. C'était la première fois qu'ils étaient utilisés. Et après avoir perdu la bataille de Shanghai, Chiang Kai-shek sait que la chute de Nankin, l'ancienne capitale de la République de Chine, est une question de temps. Et laissant le général Tang Zhengzi s'occuper de la ville pour la bataille de Nankin, Chiang Kai-shek et la plupart de ses conseillers s'enfuient vers Wuhan, où ils restent jusqu'à y être attaqués en 1938. Donc il y a cette espèce de fuite en avant et de Chiang Kai-shek et de ses conseillers. Donc on avance, on va arriver ici où on voit là, l'arrivée des Japonais à Nankin, qui entrent à Nankin. Le général japonais, il s'appelait Iwane Matsui, et on le voit arriver ici à Nankin. Le voici, le général Iwane Matsui. Voici ici la victime des victimes du massacre sur les rives du fleuve Yangtze, avec un soldat japonais debout à côté. Je vous ai mis les images les plus, on va dire, soft pour pas dire autre chose, mais c'est un horrible massacre qui a eu lieu
qu'il y a eu là. L'un des articles sur le concours de décapitation de 100 personnes, publié dans le Tokyo Nichi Shimbun, hein, l'incroyable record. Hein, il y avait des concours de décapitation. Hein, donc là, ici, vous avez 2 lieutenants qui sont tout à fait contents parce qu'il y en a un qui avait 105 et l'autre 106. On n'arrive même pas à les départager. Il a fallu aller jusqu'à 150 décapitations. Quelle ambiance! Un prisonnier de guerre chinois décapité par un officier japonais avec un sabre japonais, le fameux sabre japonais, durant le massacre de Nankin. Et là, les prisonniers enterrés vivants, je montre là, des squelettes de victimes du massacre de Nankin, le mémorial du massacre de Nankin. Ici, vous avez une stèle commémorative à Nankin pour les victimes du massacre de Nankin. Le massacre de Nankin, porté par une idéologie raciste et nationaliste, le Japon, durant la guerre, inflige aux soldats adverses et aux populations civiles des traitements brutaux et inhumains que le sac de Nankin incarne à leur paroxysme. Le 13 décembre, après la mort, la fuite ou la reddition d'une partie de la garnison chinoise, les soldats japonais entrent dans Nankin livrés au pillage et à la destruction. Ils y commettent un massacre d'une ampleur inimaginable, tant par le nombre de victimes qu'ils provoquent que par sa sauvagerie. Les fusillades massives de prisonniers de guerre, plus de 30 000 d'entre eux sont ainsi passés par les armes durant les premiers jours. Puis de la population masculine s'accompagne en effet de viols systématiques, suivis de meurtres, de mutilations, de décapitations, d'exécutions à l'arme blanche, sabre ou baïonnette. Le carnage n'épargne ni les femmes ni les enfants. Le bilan atteint au moins 100 000 morts, même si la Chine estime officiellement que le massacre a entraîné la mort de plus de 200 000 victimes. Voici l'empereur Showa, Hirohito, hein, qui chevauche les talons lors d'une inspection militaire en août 1938. Le voici, Hirohito, empereur, qu'on appelle l'empereur de l'équivoque, mais de toute façon, il était, dit-on, d'un naturel discret, timide, mais il n'a mis aucun obstacle à la militarisation du pays et à ses dérives ultranationalistes. Hein. Alors, la sanglante bataille de Wuhan, hein, il va y avoir donc Chiang Kai-shek qui part jusqu'à Wuhan, une bataille ici, vous l'avez ici, en juin-octobre 1938, c'est l'offensive nippone qui vise à écraser les troupes de Chiang Kai-shek, une offensive qui échoue. Hein, parce que les Japonais, là encore, vont faire usage de gaz de combat et ils vont être vainqueurs, mais ce n'est pas une victoire parce que finalement, ils n'arrivent pas à anéantir hein, la résistance des Chinois. Et là, vous avez des fantassins chinois à Wuhan qui sont revêtus d'un équipement d'origine allemande. Wuhan était donc presque complètement encerclée. Les Chinois vont se retirer de la ville pour sauvegarder leur effectif restant. Donc les Japonais vont prendre Wushan et Hankoku donc en octobre et les Japonais vont réussir à prendre Wuhan, mais au prix de lourdes pertes, tandis que les Chinois vont essayer d'éviter hein, l'écrasement complet de leurs troupes. L'aviation, la marine militaire chinoise avait été en partie anéantie. Il y avait eu également des destructions des digues qui avaient causé de nombreux morts civils. Et la guerre sino-japonaise, à cette époque-là, commençait à entrer dans une phase d'enlisement hein, et aucun des deux camps ne parvenait à défaire l'autre de manière décisive. La ville de Changsha est volontairement incendiée en 1938 par le Kuomintang, dirigé par Chiang Kai-shek, pour empêcher les troupes japonaises de s'emparer de ses richesses, ce qui provoque la destruction totale
de son patrimoine historique qui était vieux de 2500 ans. C'est la capitale de la province chinoise du Hunan, Changsha. Et on va voir, elle est volontairement, vous voyez, elle est volontairement incendiée. Je vous montre ici, le Zhu sera, Zhuanlai, il sera presque tué au cours de l'incendie de Changsha qui va durer 3 jours, qui détruit les 2/3 de la ville, qui tue plus de 20 000 civils, des centaines, et fait des centaines de milliers sans abri. Ce feu, il est quand même délibérément causé par l'armée nationaliste en retraite, pour éviter que la ville ne tombe aux mains des Japonais. Et le feu a débuté, mais la population n'avait pas été avertie. Et finalement, il va falloir trouver des responsables et les nationalistes vont blâmer 3 responsables locaux pour le feu et vont les exécuter. Et vous voyez que petit à petit, eh bien, dans la mentalité de ces gens va se créer même une opposition contre ces nationalistes. Là encore, vous voyez ici, donc on est parti de Nankin, on est allé jusqu'à Wuhan et on va terminer ici à Chongqing. Chongqing, dans le Hubei, cette région s'appelle le Hubei, c'est au nord du Hunan. Et Chongqing, c'est donc une ville de la province du Sichuan. Je vous la montre ici pour changer un petit peu. Et donc, il y a cette fuite vers Chongqing dans le Sichuan. Elle a à peu près 30 millions d'habitants, la ville, en ce moment. Voilà, là, vous avez les nouvelles constructions du complexe des gratte-ciel. C'est des gratte-ciel dont ils veulent donner des formes de voiliers. Là, au croisement, c'est à la confluence de 2 fleuves, le Yangtze et un autre, je ne sais plus son nom. Alors, on est là, je vous montre encore une petite vue de Chongqing. Et puis, on va parler maintenant des chefs militaires communistes chinois. Je vous ai dit l'importance dans les négociations de Zhuanlai, mais le Zhu De, parce qu'on va en reparler la prochaine fois de Zhu De, c'est un militaire homme d'État chinois. Et ce militaire homme d'État chinois que vous voyez là, il est, dit-on, le fondateur de l'armée rouge. Et il va donc il est considéré donc comme le fondateur de l'armée rouge chinoise et c'est l'un des principaux tacticiens militaires de la révolution qui va aboutir, à la fin de mon cours, je vous parlerai de la République populaire de Chine. Donc, c'était un personnage important. Le Wang Jingwei, je vous l'ai montré, il était au départ plutôt du côté de la gauche du Kuomintang, et puis il s'est surtout opposé après à Chiang Kai-shek. En tous les cas, le gouvernement national réorganisé de la République de Chine va être donc dirigé par Wang Jingwei. Il pratiquait la collaboration avec l'occupant japonais. Il va exister de 1940 à 1945 durant la guerre sino-japonaise et il avait son siège à Nankin. Si vous voulez, c'est Tokyo qui, en 1940, va placer à Nankin un gouvernement qui est dirigé par Wang Jingwei, c'est le collaborateur. Et sur le drapeau du moment, on a un fanion qui porte l'inscription « Paix », anticommuniste. De toute façon, il faisait partie de ce Wang Jingwei, il faisait partie du Kuomintang, donc c'est anticommuniste et construction nationale. C'est la base, la construction. Voici ici le drapeau du Kuomintang. Mais le Wang Jingwei, qui était donc le chef du gouvernement collaborateur chinois, il est là en train de recevoir des dignitaires de l'Allemagne nazie. Voilà, toute l'ambiance. En 1941, il va recevoir ces émissaires allemands qui reconnaissent son gouvernement et vous avez
ici l'emblème du Kuomintang qui est visible, on voit un peu ce qui est visible donc sur la gauche. Et à partir de 1941, il y aura l'entrée de la République de Chine aux côtés des Alliés et la guerre en Chine va s'intégrer officiellement dans ce théâtre extrême oriental de la Seconde Guerre mondiale. Donc les Japonais sont là, vous avez ici les nationalistes, ici on va dire plutôt les communistes qui sont montés là-haut. Il va falloir essayer d'unifier tout ça. Je vous montre Chiang Kai-shek qui tente de regrouper son gouvernement depuis son nouveau refuge à Chongqing, qui transfère les administrations, les universités, les industries, les arsenaux en Chine, qu'il appelle la Chine libre. Le régime nationaliste, après avoir incarné le gouvernement central du pays, était à présent un gouvernement en fuite, retiré dans les montagnes et contraint de collaborer avec les réactionnaires provinciaux, hommes de guerre, de propriétaires terriens. C'est dans La longue marche vers la Chine moderne que j'ai pris ce petit texte. C'est de Claude Hudelot. Vous savez, dans les collections découvertes de Gallimard. Je vous en avais déjà donné la référence. Vous vous rappelez qu'il y avait ces seigneurs de la guerre, du Sichuan au Yunnan, du Guangxi. Ils disposent de leur propre armée, ces seigneurs de la guerre, et ils accaparent une partie du pouvoir dans les zones qu'ils dominent. Et les populations rurales qui étaient soumises à la domination des propriétaires terriens, qui étaient soumises à la conscription, qui étaient soumises à des taxes de plus en plus lourdes, qui étaient soumises à des réquisitions, cette pauvre population rurale était corvéable à merci. Il va y avoir un fossé qui va quand même se creuser entre le Kuomintang et des révoltes qui vont éclater. Dans les années 1942-1943, en particulier dans le Henan, qui est une province qui va être frappée par la famine. Elle est située, cette province, dans la vallée du fleuve Jaune, au centre de la Chine. C'est cette province du Henan qui est connue pour être le cœur de la civilisation chinoise. Et des paysans, mais complètement affamés, vont s'attaquer aux soldats qui accaparent les denrées alimentaires. Alors il y a une pénurie que menace la corruption. La corruption va se généraliser. Les profiteurs vont détourner les approvisionnements qu'ils revendent ensuite à prix d'or. Et l'opinion est particulièrement critique à Chongqing, notamment dans les milieux intellectuels qui appellent à la formation d'un gouvernement d'union nationale avec le Parti communiste chinois. Et il va y avoir cette peur des nationalistes qui redoutent l'infiltration des cadres communistes dans la capitale. Et il va y avoir toujours cette guerre civile latente derrière, et la police secrète nationaliste multiplie les arrestations, réprime les milieux universitaires. Donc, sur le terrain, on peut dire que le front uni se les arme, mais à Chongqing, les nationalistes vont recevoir l'appui des Américains. Et vous avez ici, en 1941, la vue aérienne de l'attaque de Pearl Harbor. Vous savez que c'est une attaque surprise menée par les forces aéronavales japonaises. On est le 7 décembre 1941, et qui va faire que, parce qu'elle vise en particulier à détruire
la flotte du Pacifique, et c'est cette attaque, et en particulier de la flotte du Pacifique, il y avait quelques bateaux américains, et cette attaque va provoquer l'entrée des États-Unis dans le conflit mondial. Et Chongqing et les nationalistes qui sont à Chongqing vont recevoir l'appui des Américains. Et c'est l'anéantissement de la principale flotte américaine qui devait permettre à l'Empire du Japon de continuer à établir sa sphère de prospérité, on va dire, de la grande Asie orientale, de poursuivre donc sa politique impérialiste. Je vous montre ici comment Honolulu, je vous montre ici, j'arrive plus à lire, Pearl Harbor, où se trouve Pearl Harbor. Vous voyez les États-Unis, vous voyez l'Asie, vous voyez ici Hawaï, vous avez ici, dans ces petites îles, celle-ci qui s'appelle Oahu, et vous avez là Port Arthur, Pearl Harbor, ici, pas Port Arthur, Pearl Harbor, je raconte n'importe quoi, qui se trouve là. C'était pour vous la resituer, là, en plein océan Pacifique. Il y a également donc cette attaque donc ici à Pearl Harbor qui a lieu donc en 1941, qui provoque l'entrée en guerre des Américains. Vous voyez ici le président américain Roosevelt qui signe la déclaration de guerre contre le Japon, et on va avoir ensuite la venger Pearl Harbor, et plus bas c'est écrit « Nos balles le feront ». C'est Amérique qui décide de venger. Et vous avez ici à Chongqing donc les nationalistes qui reçoivent l'appui des Américains. Vous avez Chiang Kai-shek, Song Me-ling, sa femme, et Joseph Stilwell, qui était le commandant en chef du théâtre d'opération de la Chine, la Birmanie et l'Inde, qui donc est là. Et vous allez retrouver encore, vous les voyez ici, qui montre qu'il y a cette union avec les États-Unis. Ici, les forces aériennes de l'armée des États-Unis, à l'entrée en guerre des États-Unis contre le Japon. Cette unité deviendra donc l'Army Air Force, enfin la 14e armée de Air Force. Et la mission, quelle est la mission de cette US Army Air Force? Elle consiste à harceler les lignes de communication ennemies. Extension en parallèle de l'influence communiste. Dans le Nord, le Parti communiste chinois étend son influence grâce à une habile stratégie de séduction et d'endoctrinement des masses paysannes. Il va y avoir des redistributions de terres, un soutien de la production agricole, la mise en place d'un système d'aide mutuelle, sous l'encadrement de militants qui sont présents dans les villages. Et Mao Zedong, petit à petit, va commencer à être idolâtré. Et on voit donc là, Mao met en place ce qui deviendra le principe de ligne de masse. Le parti doit se fondre dans le peuple pour y discerner ses besoins et ses griefs, afin que ceux-ci soient reformulés par ses soins et réexpliqués au peuple comme représentant son plus grand intérêt. Mao va petit à petit asseoir son pouvoir personnel en sinisant la doctrine communiste, c'est-à-dire en la rendant chinoise. On va oublier petit à petit l'influence de la Russie. Elle va devenir chinoise. Il va resserrer la discipline au sein du parti. Il va éliminer des éventuels rivaux lors de toutes les campagnes
qui vont être menées donc dans ce nord de la Chine. Mao va aussi donc asseoir son pouvoir personnel, je l'avais écrit là pour que vous voyez ce que je voulais dire en sinisant la doctrine communiste. Donc ça, on le reprendra la prochaine fois. Et quel est son point de vue sur le réalisme socialiste? Nous étudions le marxisme afin de considérer le monde, la société, la littérature et l'art du point de vue du matérialisme dialectique et du matérialisme historique, et nullement pour écrire des cours de philosophie en place d'œuvres littéraires et artistiques. Le marxisme embrasse le réalisme en littérature et en art, mais ne peut substituer à lui dans la création artistique, tout comme il embrasse la théorie atomique et électronique en physique, mais ne peut se substituer à elle. Les formules dogmatiques, vides et sèches, détruisent nos dispositions créatrices, et non seulement elles, mais en premier lieu le marxisme lui-même. Nous sommes là pour le réalisme socialiste. Et si une partie des écrivains ou des artistes ne sont pas d'accord avec nous, c'est pour ça que le cadre de cette union doit être encore plus restreint. Il faut absolument, il faut trouver des unités sur telle ou telle question, sur telle ou telle lutte ou critique. Il faut trouver l'unité, mais vous comprenez que l'unité, elle ne se trouve pas sans casse. Et nous ne refusons nullement d'utiliser les formes littéraires et artistiques du passé. Entre nos mains refaçonnées et chargées d'un contenu nouveau, elles deviennent, elles aussi, propres à servir la révolution et le peuple. Quand vous lisez ça, vous avez tout compris. Tous les membres du Parti communiste doivent s'unir étroitement avec les armées et partis amis en vue de réaliser cette tâche. Nous sommes persuadés que grâce aux efforts conjugués des membres de notre parti, des armées et partis amis, de notre peuple tout entier, on parviendra à conjurer la capitulation, à surmonter les difficultés, à chasser les envahisseurs japonais et à reconquérir le sol de la patrie. Notre guerre de résistance a de brillantes perspectives. Tuer tout le monde, brûler tout, piller tout, les combats japonais, ça c'est le mot d'ordre japonais, primitivement très violent, déjà en 1937-1938, les combats commençaient à perdre en intensité. Les Japonais vont adopter une stratégie de contrôle des villes, de contrôle des centres industriels, et puis bien sûr de contrôle des voies de communication. Mais c'est un système qui n'empêche pas, malgré tout, les communistes de lancer des campagnes perpétuelles, des campagnes continuelles de harcèlement. Et les Japonais vont resserrer leur étreinte à partir de 1940. Et là, il va y avoir donc cette décision qui va faire qu'il y aura incident de la 4e Nouvelle Armée, offensive japonaise contre les nationalistes en Chine du Sud, capitulation en 1945 des armées japonaises en Chine et capitulation du Japon le 2 septembre 1945. Alors, la fin du front uni. Voici la nouvelle 4e armée avant l'incident en janvier 1941. C'est l'épisode de la guerre civile chinoise, théoriquement suspendu à l'époque. Il devait y avoir lien, mais cet incident va faire, cette opposition entre les nationalistes et les communistes va faire qu'il n'y aura pas cette entente. Donc on a ici, en 1943, les Allemands, je suis obligée de parler aussi de cette Seconde Guerre mondiale en même temps, c'est ce tournant de la Seconde Guerre qui survient en 1943. C'est la capitulation allemande de Stalingrad et aussi en Afrique du Nord, le débarquement allié en Italie, qui va profiter néanmoins aux communistes. Donc il y a cette histoire, il va y avoir
Chiang Kai-shek et Song Me-ling à la conférence du Caire en 1943. Vous voyez qu'ils sont bien encadrés. Et l'entrée en guerre de l'Union soviétique, mais surtout des États-Unis en 1941, va changer la donne, je vous le disais déjà tout à l'heure. Elle va permettre à Chiang de sortir de la guerre comme un des 4 grands, même si en vérité, les armées nationalistes qui subissent encore des pertes importantes en 1944 ont joué un rôle secondaire dans la guerre du Pacifique. Et vous voyez ici la conférence du Caire, où vous avez Chiang Kai-shek, on le voyait déjà avant, Roosevelt et Winston Churchill. Et Chiang est toujours considéré comme le chef légitime de la Chine. L'opération Ichigo, c'est là que les Japonais décident de faire une offensive de grande ampleur qui va être menée donc à partir d'avril 1944 par l'armée impériale japonaise contre l'armée nationale révolutionnaire chinoise et l'armée de l'air américaine, qui est là complètement intégrée. Et c'est l'avancée des Américains vers le Japon qui va contraindre les troupes japonaises à relâcher leur pression dans le nord de la Chine afin de lancer une vaste opération. Ici, vous voyez, ils redescendent là dans le sud. C'est ce qu'on appelle l'opération Ichigo. Voici ici le Japon à la veille de sa capitulation. Cette campagne, elle vise notamment à atteindre les bases des unités de force des US Air Force, mais elle ne parvient pas à stopper le soutien aérien américain qui apportaient leur soutien aux nationalistes, mais elle va provoquer finalement l'anéantissement d'une partie des meilleures troupes du Kuomintang. Et c'est à ce moment-là que le Parti communiste chinois peut reprendre l'initiative et ne cesse d'étendre son influence en 1945. Qu'est-ce qui se passe également? Le Japon va connaître défaite sur défaite, ce qui va entraîner bien sûr son repli progressif, le repli progressif de toutes ces forces impériale vers l'archipel nippon qui sera, vous le savez, tristement, mais qui sera bombardé. Les images, là, je vous ai mis en petit, des champignons atomiques. Hiroshima, le 6 août 1945, le 9 août 1945, il y aura Nagasaki. Les États-Unis souhaitent imposer au Japon sa reddition sans condition. L'éviction de l'empereur, l'adoption d'un régime démocratique. Ça ne va pas se passer, mais le 14 août, les troupes nippones présentes sur le continent capitulent. Et les 8 années de guerre et d'occupation ont provoqué la mort de 20 millions de Chinois. Voici reddition des troupes japonaises. Après la capitulation des forces japonaises en Chine, en août 1945, la guerre civile reprend. Je vous indique, si ces sujets vous intéressent et si vous avez envie d'aller un petit peu plus loin pour un peu mieux connaître cette Seconde Guerre mondiale, un livre que m'a conseillé Monsieur Laurent Amadei, je ne le connais pas, j'espère qu'un jour en présentiel je pourrai le connaître, qui m'avait transmis ce livre, donc je suis allée l'acheter et puis je vous le donne ici, le titre, donc sous la direction de John Lopez Olivia Viviorca, les grandes erreurs de la Seconde Guerre mondiale aux éditions Perrin, et l'invasion de la Chine, c'est un des chapitres, c'est le chapitre 2. L'invasion de la Chine par le Japon en juillet 1937 est généralement considérée comme une erreur stratégique de premier ordre. Elle aurait été une entreprise au-delà des forces japonaises. Pis encore, elle leur aurait coûté la victoire dans le Pacifique en engloutissant des unités et des ressources qui lui manqueraient face au rouleau compresseur allié.
L'historiographie de la guerre du Pacifique méconnaît bien souvent les ressorts du conflit sino-japonais et lui réserve une place secondaire. Elle y projette implicitement l'image d'autres invasions. La Chine serait ainsi au Japon ce que l'URSS sera au Troisième Reich. Une immensité géographique impossible à conquérir face à un ennemi inférieur, certes, mais à la masse innombrable. Si ça vous intéresse, je vous ai mis le début du chapitre. Une guerre civile inévitable, donc Mao va affirmer sa toute-puissance. Vous avez ici Mao et Chiang Kai-shek en compagnie du diplomate américain Patrick Hurley lors des pourparlers de Chongqing. Encore ici, Chiang est toujours le chef légitime de la Chine. Et là, vous avez la conférence de Yalta, il n'y est pas Chiang, mais finalement, la Chine, enfin, il a été reconnu par Staline lors de la conférence de Yalta. La conférence de Yalta, c'est la réunion des principaux responsables. Vous avez Winston Churchill, vous avez Roosevelt et vous avez Staline. Elle s'est tenue en février 1945, en Crimée, Yalta. Capitulation de Tokyo en 1945, donc en septembre 1945, ça c'est après Hiroshima et Nagasaki, mais la guerre va reprendre. On les voit là en train de trinquer, mais la guerre va reprendre. Les voilà encore, Chiang Kai-shek et Mao Tse-tung. Les tensions vont se multiplier, même avec les Américains, qui n'ont pas trop confiance en Chiang, parce qu'ils voient qu'il y a une corruption généralisée dans son entourage et une sorte d'inefficacité de son pouvoir. Par contre, les Japonais, les communistes, par contre, qui s'étaient tenus quand même un peu à l'écart du conflit avec les Japonais, avaient petit à petit consolidé leur implication dans les campagnes et surtout avaient construit dans les années 1945 là une armée moderne grâce à l'aide apportée par les soviétiques depuis la Mandchourie. Et Chiang, qui semble avoir toutes les cartes en main, va relancer la guerre civile en 1946, mais finalement il se trouve incapable de reprendre en main parce que le commandement militaire est médiocre, tout à l'inverse des chefs du parti communiste comme Lin Biao, par exemple, qui vont livrer une guerre moderne et pour eux, l'aide américaine n'est pas importante. Les armées communistes finissent par réussir à obtenir des ralliements paysans, grâce, je vous en ai un petit peu parlé, de ces réformes agraires. Et en même temps, toute leur guérilla de ces cohortes paysannes, elles démoralisent aussi les armées nationalistes. Et puis petit à petit, le pouvoir de Chiang va s'effondrer, les défections vont se multiplier, ce qui va conduire bien sûr à la victoire de Mao Tse-tung. Alors, le gouvernement nationaliste va perdre le soutien populaire et il a paru plus encore comme les communistes, comme l'instigateur de la guerre civile. Vous avez ici Mao qui reste fidèle à sa tactique de la guérilla. Il va y avoir une campagne où l'armée de Chiang va être va échouer à briser les lignes de défense des communistes et il y aura même des suicides des chefs de l'armée nationaliste. Le 10 janvier 1949, le célèbre général du Kuomintang, Du Yuming, a été capturé. La campagne de Hue a pris fin. C'est un fiasco du Kuomintang dans cette bataille du Huaihai qui est indissoluble aussi des problèmes propres du Kuomintang. Donc, ils vont arriver pas loin de Pékin. Les nationalistes de la capitale vont se rendre sans combattre. Et les débris de cette armée qu'on appelle l'armée blanche, elle va effectuer un vaste mouvement de repli
vers le sud et vers l'île de Formose, où il y aura 2 millions de continentaux qui vont les accompagner. C'est peu dire que cette victoire des communistes n'a été prévue par personne. En 1948, Staline parie pour les nationalistes et le journal Le Monde assure les Français que la victoire des communistes est impensable. Donc je vous montre Chiang Kai-shek tout à fait déçu. Je vous montre ici donc un billet qui a été émis parce que grâce à l'aide américaine, Taïwan va réussir progressivement à se développer et il va y avoir donc là à Taïwan le gouvernement qui est le gouvernement nationaliste de ce qui était donc ce qui reste de cette Chine nationaliste. Et Mao affiche sa toute-puissance et lors du 7e congrès du Parti communiste chinois, il avait été proclamé guide et il avait accédé à la présidence conjointe du comité central et du bureau politique et il va proclamer la République populaire de Chine le 1er octobre 1945. Ici, la proclamation de la République populaire de Chine le 1er octobre 1945 est suivie par le départ du gouvernement de Nankin pour l'île de Formose. Celui-ci bénéficie de l'appui politique et financier des États-Unis. Et le 1er mars 1950, Chiang Kai-shek reprend formellement ses pouvoirs et fonctions de président de la République de Chine. La longue marche de la révolution chinoise est bien plus remarquable encore que la victoire militaire que viennent de remporter les communistes, c'est l'efficacité avec laquelle les nouveaux pouvoirs vont s'installer. Dès que l'armée rouge arrive dans une ville, elle installe un comité de contrôle qui passe ensuite la main à une équipe de travail et qui recrute sur place. Tout ça, je vous en parle la prochaine fois. Je vous en parle parce que celui qui va jouer un rôle important, c'est Liu Shaoqi. Liu Shaoqi, beaucoup de responsables de ce groupe communiste ont été formés par Liu Shaoqi. Et on dit sa pléiade de collaborateurs dans ce qu'on appelle les fameux bureaux de Chine du Nord. Il a d'exceptionnelles qualités que ce Liu Shaoqi, et on verra qu'il va jouer un rôle formidable de chef, mais il va s'opposer à Mao Tse-tung après la catastrophe du grand bond en avant dont nous parlerons la prochaine fois. Donc voilà Mao, qui va faire que la fin des dynasties chinoises, qui a marqué bien sûr le début d'une instabilité politique, va prendre fin avec l'arrivée au pouvoir du Parti communiste, comme vous l'avez ici. Les conflits, tous les conflits qui avaient pu exister avaient finalement complètement affaibli l'Empire, mais petit à petit, eh bien, il va y avoir, en 1949, donc après une guerre civile, l'arrivée au pouvoir de Mao. Voici le drapeau du parti, et c'est vrai que j'aurais pu vous dire que Mao vous souhaitait une bonne année, mais ça, alors là, je ne le voulais pas. Je peux quand même exprimer un peu mes idées à ce sujet. Mao, donc président du comité central et du bureau politique du Parti communiste chinois depuis 1945, proclame le 1er octobre 1945, donc 49, pardon, la naissance de la République populaire en
Chine. Nous voyons derrière lui un immense soleil rouge qui se lève. Nous allons voir un peu comment s'est manifesté ce soleil rouge la prochaine fois. Moi, je vous souhaite la meilleure année possible, en espérant, comme je l'écris souvent, que 2021 terrasse le dragon Covid. Et puis aussi, je voulais espérer qu'en février, eh bien, je vous verrai, que nous pourrons nous retrouver pour un petit peu rentrer dans cette période du maoïsme en Chine. Mais moi, je vous remercie beaucoup de votre écoute et puis de me donner envie de partager avec vous quelques moments d'histoire qui ne sont pas les plus lumineux, mais l'histoire, elle est comme ça, hein, ce n'est pas un long fleuve tranquille. Je vous remercie encore et je vais essayer. Voilà.